a vraiment cet effet de dilatation du temps, avec des notes qui traînent et qui tout à coup nous... Et pour moi, c'était peut-être proche de ce que pouvait être l'écrasement du deuil, avec tout un tas de souvenirs qui remontent. Parce que je voulais écrire un livre qui ne soit pas qu'un livre de deuil, mais aussi un livre de bonheur. Il y a cette phrase de Gide, qui est peut-être la plus célèbre de cet auteur qui dit « Le bonheur est sans histoire ». On est d'accord ou pas. Il est vrai que raconter purement un bonheur, c'est pas évident. Parce que ce qui est intéressant, c'est le contraste dans la vie, et a fortiori quand on écrit, c'est de passer d'un état à l'autre. Le bonheur, c'est ça aussi. Et je me suis dit que peut-être la meilleure manière de raconter un bonheur était de l'encapsuler dans un très grand malheur, qui était l'attentat. Puisque Bernard et Véronique, pour moi, c'est une très grande histoire d'amour. Et à travers la perte de sa femme, je ne vous apprends rien, parce que la première phrase du livre, c'est « la dernière fois qu'il l'a vue vivante ». Donc, dès la première phrase, les premiers mots, on sait que Véronique va disparaître. Mais dans son deuil, Bernard se remémore beaucoup de moments de lumière, il se rappelle énormément de fragments heureux avec sa femme, et il prend conscience, peut-être lui, alors que lui ne le savait pas, qu'il était en train de vivre une très grande histoire d'amour. Voilà. Alors toujours justement sur la musique, je vous encourage notamment à aller sur les sites de France Culture et France Inter, parce que Arthur Dreyfus a notamment consacré une émission en 5 chapitres sur France Culture sur le bonheur et la musique, où vous proposez une playlist et entre les morceaux, vous les commentez. Et ça va de Handel à des chansons pop actuelles, et vous avez un vrai rapport à la musique. Et vous citiez Gide avant, c'est vrai que votre rapport à la musique fait évidemment penser à cette phrase très célèbre de Nietzsche qui disait, et qu'il faut redonner dans son intégralité, « Sans la musique, la vie serait une erreur, une besogne éreintante et un exil ». Est-ce que vous souscrivez à cette phrase de Nietzsche? Assez. Il n'y a pas que la musique, il y a d'autres détails sans lesquels la vie serait une erreur. J'ai lu un article récemment un truc scientifique qui montre que quand on est triste, on a besoin d'écouter des musiques tristes. Bizarrement. Et les musiques enjouées, on les écoute plutôt quand on est heureux. Pourquoi ? Peut-être parce que, disait l'article, les musiques tristes sont en général plus lentes et correspondent plutôt à notre état organique, physique à ce moment-là. Peut-être aussi parce qu'on a besoin de se trouver des compagnons de misère. Mais et ce qui est étonnant, c'est que la musique triste peut faire du bien. C'est comme si on soignait le mal par le mal. Un exutoire, ou comme l'art en général, ou alors on a besoin de sentir une conformité. Parce que quand on est triste, on est en déséquilibre par rapport au monde et à nous-mêmes, et tout à coup, une musique vient même négativement, nous apporter une forme d'équilibre. Mais l'émission sur le bonheur, il y avait 4 parties, et je vous dis simplement comment j'ai imaginé réfléchir à bonheur et musique. Je me suis dit d'abord, le bonheur est un mot moderne, c'est un mot contemporain. Pendant très longtemps dans l'histoire de l'humanité, personne n'a parlé de bonheur ou pensé au bonheur. Disons, on peut dire peut-être jusqu'aux Lumières, quoi. Mais avant, le bonheur, ça n'avait pas de sens. Le monde était religieux, et quand on est être heureux, ça voulait dire être en accord avec Dieu. Le bonheur individuel, le bonheur de quelqu'un, voilà, c'était complètement marginal. Ce qui comptait, c'était d'être un bon chrétien, pour parler de l'Europe. Et donc la première émission, c'était quand le bonheur n'était pas à la mode. Maintenant, on parle beaucoup du bonheur, mais avant que le bonheur soit à la mode, ce qui comptait, c'était la part sacrée de la vie, et la musique, qui apportait du bonheur, apportait surtout un lien avec le ciel. Donc j'ai essayé de trouver les titres les plus, dans toutes les religions, que ce soit la culture arabe, la culture juive, la culture chrétienne, même les musiques d'Afrique, les musiques les plus transcendantales qui nous connectaient le plus au ciel. Dans la deuxième partie,
j'ai essayé de faire une liste des musiques que les hommes avaient inventées pour trouver du bonheur dans la musique quand leur vie était devenue un très grand malheur. Parce que c'est toujours difficile de parler que du bonheur. Et en fait, il y a des tas de musiques qui ont servi de remède à la mélancolie ou de remède au fardeau de la vie. Donc il y avait évidemment les gospels, les negro spirituals, mais aussi la musique klezmer et yiddish des peuples juifs, et puis plein d'autres choses. Et après, la dernière partie, le dernier mystère de Musique et Bonheur, c'est que beaucoup de musiques peuvent nous rendre heureux individuellement, simplement parce qu'elles nous rappellent des souvenirs heureux, ou des souvenirs qui comptent. Et des titres qui ne signifient rien pour d'autres vont pour nous représenter quelque chose de très particulier parce qu'on les a écoutés à un moment de notre vie ou avec quelqu'un en particulier. Donc là, je suis rentré dans une narration et pour raconter quelques souvenirs qui étaient liés à des musiques. Et je vous conseille une chose, si vous ne savez pas un jour comment... si vous avez envie d'organiser une soirée agréable, c'est quelque chose de très simple, et de tellement simple qu'il faut quand même l'organiser. Je le fais avec des amis maintenant, je le fais tous les mois. On se réunit à 5 ou 6 amis qui changent, à dîner chez quelqu'un, et voilà, il y a une seule contrainte. Vous venez avec 3 morceaux de musique qui comptent beaucoup pour vous, ou 2 si c'est trop long, et avant de les écouter, vous dites aux autres pourquoi ils comptent pour vous, et on les écoute. Et on passe une soirée à faire un repas simple comme ça, en écoutant, en partageant ces musiques. Et en fait, c'est un concept ultra simple, et c'est vraiment très beau à faire. Voilà. Alors, dans le roman Sans Véronique, il a été question là de Bernard, que l'on suit tout au long du livre, puisque le livre est construit en 2 parties. La première partie, c'est l'arrivée, et la deuxième partie, c'est le départ. Et au bout de 60-70 pages, on a un nouveau personnage qui arrive, qui est Seyfeddine, celui justement qui commet cet attentat terroriste sur les plages de Sousse. Je vais vous lire justement un nouvel extrait où il est question de ce personnage. L'authentique désillusion porte moins sur un être ou sur un lieu que sur un équilibre des choses. Telle architecture morale ratifie notre bonheur. S'écroulant, elle emporte avec elle la possibilité de ce bonheur. En l'occurrence, Seyfeddine, confrontée au silence de Sophie, connaissait une désillusion extrême, mêlée du plus âpre sentiment de mortification, quoi de pire que d'être puni par sa propre faute. À la douleur s'ajoutait l'humiliation, celle d'y avoir cru, d'avoir cédé au narcissisme, au démon du plaisir. Alors l'humiliation s'était transmise en colère, puis en désespoir. Au départ, l'étudiant s'était réfugié dans le déni, ne cessant de composer le numéro de Sophie, lui adressant des messages par tous les canaux possibles, consultant même les informations, pour s'assurer qu'aucun accident d'avion n'avait eu lieu entre Tunis et Bruxelles. C'est après 4 jours que la pire hypothèse de toutes, celle de l'oubli, de l'effacement pur et simple, avait traversé l'esprit, pour s'y implanter de plus en plus outrageusement jusqu'à la conviction redoutée, ainsi depuis le début, tout n'avait été que mensonge. Et alors ce qui est très intéressant et très fort dans ce roman, c'est que finalement, vous ne vous contentez pas de simplifier les choses et vous adhérez finalement complètement à ce que disait Kundera quand il disait que l'esprit du roman est l'esprit de complexité. Il disait dans l'art du roman, chaque roman dit au lecteur, les choses sont plus compliquées que tu ne le penses. C'est la vérité éternelle du roman qui se fait de moins en moins entendre dans le vacarme des réponses simples et rapides qui précèdent la question et l'excluent. Est-ce que le but justement de ce roman, c'est justement de dire que le monde est complexe et qu'ici l'ennemi, c'est justement la simplification des choses, telle qu'on peut la voir à travers notamment les médias. Et que la réponse du romancier, c'est de rendre la complexité d'un réel qui est justement difficile à saisir.